De tout temps, deux entités s'affrontèrent avec l'humanité au milieu, payant les pots cassés de cette querelle de pouvoir. À travers les âges, celui que l'on finit par appeler Dieu avait pris l'avantage, enfermant celui qui fut nommé Lucifer dans un seau. Une paix s'installa, et les hommes vénérèrent Dieu, qui lui se nourrissait de la dévotion de ses ouailles, lui conférant une puissance, maintenant les sceaux en place. Mais un jour, le sceau contenant Lucifer s'affaiblit, et de ses actions sortirent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dieu laissa faire, et l'Europe connut famine, guerre, pestilence et mort en à peine 2 générations. Des hommes se rassemblèrent et créèrent l'ordre de la bulle d'argent. Sa mission, combattre les cavaliers de l'Apocalypse et jeter à bas ces 2 entités qui se mêlèrent que de trop du destin des hommes. Vous êtes un de ces membres de l'ordre, chargé de combattre et de rétablir la paix. Mais votre combat semble tellement déséquilibré et sans espoir. Surtout avec ce lourd secret qui pèse sur l'ordre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Démiurge. Comme vous avez pu le constater, c'est la Dark Fantasy qui a fini par gagner. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'univers. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à l'idée de faire les Cavaliers de l'Apocalypse au XIVe siècle. L'idée vient en fait d'un concours auquel j'ai participé en 2012, les Démiurges en herbe, d'où je tire le nom un peu de l'émission. Et sur les 3 thèmes proposés, j'en ai retenu un, celui de la bulle. Bref, vous l'aurez compris, après les tergiversations que j'ai pu avoir sur le sujet, j'ai fini par trouver une définition de bulle qui m'a un petit peu percuté. En diplomatie, une bulle est un seau de métal et par métonymie, l'acte généralement très solennel auquel il est appendu. L'or fut employé à cette fin par les empereurs de Constantinople et au Moyen-Âge par les empereurs romains germaniques. La papauté choisit de sceller ces bulles avec du plomb en signe d'humilité. Tiens donc, on a une base intéressante là, ça vous rappelle pas un petit peu le nom du jeu de rôle que j'ai choisi? J'aurais pu partir sur plein d'idées, mais je vais résumer un petit peu de pourquoi je suis arrivé sur cette période qui est entre le XIIIe et le XVe siècle. La première vient du concours lui-même. Elle n'imposait pas de thème historique, j'aurais pu partir sur quelque chose de fantastique, mais il y avait une contrainte de signes, c'est-à-dire entre 40 000 et 80 000 signes à l'époque, ce qui est relativement énorme. J'ai préféré à ce moment-là prendre une base historique pour, entre guillemets, gagner du signe et ainsi pouvoir m'attarder sur d'autres points du JDR que j'estimais plus importants. Donc oui, il y a un petit peu de fainéantise derrière, je le reconnais. Donc je pensais à cette période entre le XIIIe et le XVe siècle que cette période dans le jeu de rôle n'était pas spécialement utilisée. Et surtout pour une fois, je voulais un peu quitter le monde du Medfan à la D&D et Warhammer pour essayer de m'aventurer sur un autre style. Et donc avec le thème de bulle, je suis arrivé à la conclusion que je pouvais partir sur quelque chose de différent parce que j'estimais à cette époque, et toujours un petit peu maintenant, que soit nous étions avant le Xe siècle, soit à partir de la Renaissance, et qu'entre les deux, Et c'est à partir de tout ça que j'ai décidé à un moment donné de partir sur un historique teinté de Dark Fantasy. Bon, à ce niveau-là, en fait, je l'ai même plus teinté, c'est que j'ai carrément renversé le tout et j'ai tout mélangé pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, nous avons déjà une petite idée de où est-ce qu'on va aller. Nous n'avons pas encore les Cavaliers de l'Apocalypse, j'y viendrai après. Mais là, nous allons attaquer le contexte historique. Et qui est, appelle-t-on quand on a besoin de parler histoire? On me fait signe dans l'oreillette que notre prof d'histoire n'est absolument pas dispo pour cette section. Je vous rassure, il y aura une petite apparition de sa part à la fin, enfin du moins je l'espère. Bref, pour la partie historique, il faut absolument quelque chose de carré, comme je l'ai dit. Et donc, on va essayer de remonter un peu plus loin dans le temps. Donc, tout commença avec Frédéric II, qui régna sur le Saint-Empire germanique entre 1220 et 1250. Lors de son couronnement à Aix-la-Chapelle, Frédéric Ier avait promis au pape de partir en croisade afin de récupérer Jérusalem. Son vœu reprenait en fait celui de son grand-père et de son père, mais les problèmes de stabilité interne retardèrent son départ. Et la papauté, souhaitant voir Frédéric II s'éloigner, car il avait des vues sur les états pontificaux, l'excommunia le 28 septembre 1227. Le pape Grégoire IX l'appelait même l'Antéchrist, rien que ça. Alors que celui-ci, pour asseoir son pouvoir, a tout fait pour ménager les choses, mais apparemment en vain. De là, nous arrivons en 1295. Le roi de France,
Philippe le Bel, crée un impôt exceptionnel, la décime, pour financer une guerre contre les villes flamandes très riches et surtout avec des envies d'autonomie. Ce qui va commencer à envenimer les choses entre le roi français Philippe le Bel et le pape Boniface VIII qui répond via une bulle en 1302 que le pouvoir du pape est bien supérieur à celui des rois. D'ailleurs, pour la petite information supplémentaire, c'est ce qui a déjà été promulgué par Grégoire IX face à Frédéric II. Un tout petit bond dans le temps, et nous nous retrouvons en 1307. Philippe le Bel fit arrêter et déposséder Jacques de Molay, chef des Templiers pour motif d'hérésie et de pratiques obscures. Pour les pratiques obscures, nous appelons là le manquement à la charité, le parjure, la sodomie entre frères et cracher sur le Christ, entre autres. Après plusieurs années de torture et de manœuvres politiques entre la papauté et le roi de France, Jacques de Molay finit exécuté en 1314. Entre-temps, en 1309, l'église catholique romaine finit par s'installer en Avignon pour fuir les guerres entre Gibelins et Guelfes en Italie. Dès l'année 1315, on assiste à des famines importantes partout en Europe, traînant avec des cortèges de maladies emportant déjà dans son sillage bon nombre d'Européens. Plusieurs épisodes de famine seront observés à travers l'Europe. De là, nous allons partir vers les 5 royaumes espagnols en pleine reconquista contre les musulmans, même s'il ne reste que la région de Grenade à prendre à ce moment-là. La situation varie d'un lieu à un autre. En Castille, par exemple, les Juifs ont des positions relativement élevées jusqu'à celles de conseillers royaux. Alors qu'en Navarre, la situation est telle que Juifs et musulmans doivent impérativement se convertir pour éviter les massacres. L'exemple le plus flagrant sera celui de Estella en 1328, alors qu'en 1337, 2 ministres juifs sont emprisonnés ainsi que leurs familles, et l'un d'eux mourra de son emprisonnement et l'autre de la torture. Et toujours en cette année 1337, décidément cette année a été assez prolifique en termes d'histoire, cette année marque le début de la guerre de 100 ans entre Français et Anglais. Et même si le plus gros des hostilités prend pied un peu plus tard comme la chevauchée de 1339 et avec le débarquement de Brest en 1343. Arrive ensuite l'année 1347. La peste noire arrive en Europe via les bateaux génois fuyant les Mongols. Celle-ci décima entre un tiers et la moitié de la population déjà affaiblie par les différentes famines, ce qui stoppa pour un temps les guerres. Mais avec tout ça, nous arrivons en 1356 et à la bulle d'or de Nuremberg, un texte essentiel du Saint-Empire romain germanique promulgué par l'empereur Charles IV en 1356 à Metz. Elle donne à l'institution impériale sa forme définitive et attribue le choix du roi au prince électeur, les 7 princes allemands ayant le privilège d'élire le roi des Romains avant son couronnement comme empereur par le pape. Mais cette bulle passe sous silence si le pape devait donner son approbation ou non à son couronnement, qui se passe dorénavant à Aix-la-Chapelle et non plus à Rome. Ce qui brisa encore un peu plus la séparation entre Rome et Avignon et le Saint-Empire germanique. Et c'est à cette date précise que commence notre histoire. Que dit notre prof d'histoire ? Bien, bon, déjà j'ai évité le zéro. Je pense qu'on peut dire qu'on a un contexte historique de posé. Donc retour à la suite. Maintenant que nous avons l'embryon avec toutes les informations historiques et toutes les idées du thème, on va enfin, avec cet embryon, affiner notre univers et aller un petit peu plus loin, cette fois dans le fantastique et l'occulte. Et en fait, toutes les religions avaient plus ou moins tort, qu'elles soient polythéistes, monothéistes, et j'en passe. Pratiquement toutes les religions voyaient Dieu comme quelqu'un de suprême qui a créé l'univers, non, vous oubliez tout ça. Dieu est un égoïste. Lucifer voulait la même chose, et lui-même égoïste. Et l'humanité ne sert que de carburant à tout cela avec la foi. Ah oui, j'apporte une petite précision. Le mythe de la création par les religions, vous l'oubliez, ça n'a rien à voir, ça on l'oublie. Ils ont juste profité que la Terre existait, que eux deux existaient et qu'ils pouvaient se servir de la dévotion des hommes pour gagner du pouvoir. Et donc, Dieu et Lucifer s'affrontent depuis l'existence des hommes et Lucifer a failli gagner par 2 fois. La première fois, Dieu a été contraint de provoquer le déluge, noyant une grande partie des hommes pour reprendre le dessus. La deuxième fois, c'était avec la naissance de Jésus, qui est une religion entièrement créée par Dieu, pour pouvoir canaliser un maximum d'énergie, de dévotion pour être tranquille, et surtout reléguer Lucifer, en gros, dans un seau. Et à la conclusion, à cette seconde guerre entre Dieu et Lucifer, Dieu gagna, enferma Lucifer dans un seau parce que Lucifer, techniquement, est immortel, mais il enferma avec
les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et là, la question que tout le monde se pose, mais que viennent foutre là les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Donc à l'origine, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont conquête, guerre, famine et mort. Conquête? Pourquoi conquête? Il est où Pestilence dans tout ça? Hein? Je vous rassure, Tonton Nurgle n'est pas loin, je vous le promets. Bref, et nous arrivons à notre période où l'univers va être complètement recréé, c'est-à-dire le Moyen-Âge tardif. La brisure des sceaux est due à la vanité des hommes, ni plus ni moins. Cela a affaibli le sceau, Lucifer est toujours emprisonné, mais les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont de sortie. Le premier sceau résulte du conflit entre Frédéric II et l'Église catholique. De cette querelle de pouvoir incessante entre l'Église catholique et Frédéric II, un des sceaux a été affaibli et c'était le sceau qui contenait guerre. Le second sceau, lui, a été brisé par Philippe le Bel quand il a fait incarcérer puis brûler vif Jacques de Molay, le dernier chef des Templiers. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on prétend qu'à sa mort, il déclama une malédiction qui fut reprise même jusqu'à dans Les Rois Maudits avec cette tirade de Gérard Depardieu. Bon, cette tirade, c'est une légende, mais moi je l'aime bien et j'ai décidé de la reprendre à mon compte. Et je me suis dit que comme Jacques de Molay est mort brûlé vif sur le bûcher en 1314 et qu'en 1315 il y a eu une gigantesque famine qui a frappé l'Europe, donc le deuxième sceau qui fut libéré fut celui de famine. Ensuite, nous venons aux actes de persécution envers les Juifs qui avaient lieu en Espagne. Enfin, du moins dans les 5 royaumes espagnols, parce que l'Espagne n'était pas encore complètement formée. Là, c'est mort qui fut libéré. À ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais Pestilence a été libéré et est arrivé en Europe avec donc la grande vague de peste noire. Il était déjà plus ou moins actif avant, mais il se trouve que c'était Pestilence et non Conquête. Mais Pestilence a été intégré comme un des 4 cavaliers de l'Apocalypse et Conquête a mystérieusement disparu. Je vous promets, Conquête, on y arrive. On racontait, dans certains cas, que ces chevaliers se baladaient à travers toute l'Europe, dévastant tout sur le passage, agissant parfois seuls ou de concert, qui finit même par inquiéter les plus puissants d'Europe. Mais malheureusement, ça ne suffisait pas parfois à arrêter leur querelle intestine. L'exemple, la guerre de 100 ans qui débute. Et malheureusement, beaucoup pensaient que l'Apocalypse avait commencé et qu'il était trop tard pour sauver l'humanité. Donc à ce moment-là, des représentants de tous les pays se réunissèrent dans un conclave dans la vallée des 3 cantons. Mais là, évidemment, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé durant le conclave. Donc, comme je l'ai dit, des nobles, des ecclésiastiques, des savants furent conviés à ce conclave, où furent débattues toute théorie possible. Bon, je vous le cache pas, à ce moment-là, ça n'a pas mené à grand-chose. Mais c'est là qu'intervient le pouvoir du Deus Ex Machina. Donc, un événement inattendu survint en conclave, quand tout le monde pensait que la situation était sans espoir et que l'orgueil des hommes aurait raison finalement d'elle-même. En effet, un homme d'une prestance sans égale et monté sur un cheval blanc, le premier qui fait une blague là-dessus, je le trucide, finit par arriver et à s'imposer comme un leader né. Évidemment, cette personne avec une prestance sans égale et montée sur un cheval blanc, ce n'est ni plus ni moins que Conquête. Mais Conquête n'est plus un chevalier de l'Apocalypse et Conquête était en réalité, comme décrit dans la Bible, potentiellement l'Antéchrist. Celui-ci déclara avoir une petite dent contre Dieu Lucifer et décida de se venger à sa manière en aidant l'humanité à se débarrasser d'eux. Comment Conquête, ou du moins l'Antéchrist, a eu vent de ce conclave? Je rappelle, c'est une entité surnaturelle. Donc, on peut le dire, ta gueule, c'est magique. Je vous réserve la surprise sur les véritables motivations de l'Antéchrist qui sont peut-être bien plus intéressantes que ça, ou pas. Et attardons-nous au reste. Comme vous l'avez vu dans le teaser, j'ai parlé du don. Qu'est-ce que le don? C'est une forme de magie que l'Antéchrist a appris aux personnes présentes lors du conclave, mais il se trouve que le don est à double tranchant. Si le don est mal utilisé, il peut corrompre les personnes qui l'utilisent, augmentant donc à ce moment-là l'influence des cavaliers de l'Apocalypse sur l'Europe. Et donc là, nous arrivons au prêtage du serment sur la bulle d'argent qui fut créée à la fin du conclave. Pourquoi l'argent? Parce que l'or était réservé au roi et le plomb était réservé à la papauté, et que comme là, c'était que des personnes de bonne volonté, on s'est dit que l'argent serait une meilleure idée, mais c'est juste purement symbolique. Et donc, c'est ainsi que l'ordre de la bulle d'argent fut créé, avec des chapitres qui furent disséminés un peu partout en Europe, réunissant chevaliers, nobles, ecclésiastiques, roturiers et même savants dans un seul but. Et qu'en est-il de la suite? Ce sera à vous, joueurs et maîtres de jeu, de décider de la suite des événements. Et voilà, nous avons maintenant un corps d'univers et de jeu qui s'est affiné. Nous avons presque fini, nous pourrions laisser l'univers en état et le laisser jouer, mais néanmoins il manque encore 3 choses essentielles
pour compléter celui-ci. Il manque les antagonistes essentiels, c'est-à-dire est-ce qu'on va se limiter à l'influence des 4 cavaliers de l'Apocalypse et ainsi rester sur quelque chose de relativement humain, ou bien y mettre un peu plus de fantastique, ou partir complètement dans le fantastique, avec une pointe d'horreur toujours, je vous rassure. Pour ça, je vais vous laisser Instropol, qui vous laissera décider. Et effectivement, nous ne sommes pas encore revenus sur l'utilisation du don et ce qu'est le don. Pour l'instant, c'est une notion qui est très vague, mais qui va s'affiner dans un prochain numéro. Et le dernier point, celui qui servira de nappage à tout l'univers, les règles. Je l'attaquerai en dernier parce que ça peut être un gros pavé et qu'il faut, bon évidemment selon moi, avoir défini l'intégralité de l'univers et de ce que l'on veut en faire pour pouvoir écrire les règles. Bref, c'était le premier numéro du Démiurge. Donc, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Ça devait pas être très court. Et pour une fois, je tiens à remercier la chaîne Parlons Histoire. Allez-y, allez vous y abonner. Vous pouvez être surpris, vous pouvez apprendre plein de choses. Et apprendre, c'est bien. Donc, d'ici là, ayez toujours un livre à portée de main. Et rappelez-vous, amérolistes, que la création d'univers n'attend que vous.